Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour notre présentation intitulée Porter le flambeau du clean code à l'ère de Gen AI. Alors j'espère que vous avez vu qu'on a fait des efforts pour coller le titre avec le thème de la conférence cette année. Alors, avant de démarrer, on va peut-être se présenter. Donc moi je suis Nolwenn, je suis développeuse Java depuis maintenant 5 ans et je travaille chez Sonar sur les produits SonarCube et SonarCloud que certains d'entre vous connaissent peut-être. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel. Vous avez vu, ma voix est un peu cassée, je m'excuse en avance. Je travaille aussi chez Sonar en tant que Product Manager. Sonar, c'est une entreprise qui fait de l'analyse statique. Peut-être que vous connaissez, j'espère. Et sinon, on va pas beaucoup en parler. Il y aura quelques mentions. Mais on a un stand, donc vous pourrez passer nous voir et discuter après peut-être. Alors maintenant, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, on va d'abord faire un tour d'horizon de l'IA. Ensuite, on passera à l'histoire du clean code et puis on finira par évoquer la nouvelle génération d'IA et nouvelle génération de développeurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Un tour d'horizon de l'IA. Alors, a priori, si vous ne vivez pas dans votre bulle, vous savez que l'IA, c'est très à la mode en ce moment. C'est absolument sur toutes les bouches, tout le monde en parle, on en met un petit peu partout, à toutes les sauces. Et je trouve que quand on parle comme ça d'une technologie qui est tellement populaire, c'est intéressant de se replonger dans son histoire, de se rendre compte que oui, on en parle depuis quelques années, mais c'est bien plus vieux que ça. Alors du coup, pour ça, j'ai sélectionné quelques dates clés. Alors je sais très bien que c'est une longue histoire, hein, il y a 80 ans d'histoire. Le but, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive de l'histoire de l'IA. Il y a plein de références sur Internet que vous pouvez aller voir. Donc j'ai vraiment essayé de sélectionner les dates qui, selon moi, sont les plus importantes. Il faut aussi se rendre compte que les premiers réseaux de neurones, ils ont été proposés en 1943, donc ça fait quand même plus de 80 ans. Et ces travaux-là, ils sont encore utilisés dans la recherche sur les neurones artificiels. Donc c'est vraiment les fondements de ce que maintenant on appelle l'intelligence artificielle. Il y a également une date assez importante en 1950 avec les travaux d'Alan Turing. Alors Alan Turing, il n'est pas seulement connu comme le père fondateur de l'informatique, il est aussi considéré comme l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, notamment avec son article de Computing, Machinery and Intelligence. C'est encore un article de référence dans le monde du machine learning et même du développement de l'intelligence artificielle. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, sinon je vous invite à le regarder, il est disponible sur Internet. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que pour la première fois, quelqu'un parle d'une machine pensante et essaie de théoriser ce à quoi ça pourrait ressembler. Turing développe aussi un test, le fameux test de Turing, pour décrire un petit peu comment est-ce qu'on pourrait évaluer qu'une machine pense. Et je ne vais pas vous décrire complètement le texte, mais en gros, le test, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que de simuler une conversation entre des humains et une machine, et puis si l'humain n'est pas capable de dire qu'il est en train de parler à un ordinateur, alors c'est dire que cette machine pense. Et cet article de manière générale, il faut quand même se replacer dans le contexte. On est en 1950, c'est les débuts de l'informatique, et on est en train de dire que peut-être ces machines peuvent penser. Donc il faut essayer de vous mettre à l'époque et d'imaginer la surprise générale. On va faire un petit bond dans le temps. Je vous amène en 1956 à la conférence de Dartmouth où pour la première fois, le thème d'intelligence artificielle, il est prononcé. C'est vrai qu'avant, Turing, il a parlé de machines pensantes, pas d'intelligence artificielle. Et cette conférence, elle n'est pas seulement importante parce qu'on a dit l'intelligence artificielle. Elle est importante parce que c'est-à-dire qu'on a défini l'intelligence artificielle comme une vraie discipline scientifique. Alors évidemment, il y a eu énormément de recherches, énormément de progrès. Je vous passe les avancées sur le machine learning, le deep learning, et on fait un bond en 1997. Alors ça, c'est une date assez importante parce que la machine d'IBM, l'ordinateur d'IBM Deep Blue, il bat pour la première fois le champion du monde d'échecs. Il faut quand même imaginer que c'est à ce moment-là que pour le monde, donc pour la population, les gens qui ne sont pas forcément développeurs, qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, c'est la première fois qu'on leur montre qu'une machine, elle est capable de battre les humains sur une tâche complexe. Donc il faut quand même se rendre compte de l'importance de cet événement. Et suite à ça, il y a eu évidemment énormément de
travaux de recherche, énormément d'investissements. Et depuis les années 2010, on se rend compte que finalement, l'intelligence artificielle, elle s'introduit dans notre quotidien, avec par exemple les assistants vocaux, ou bien tous les sites se mettent à mettre des petits chatbots. D'ailleurs, au début, c'était quand même pas terrible et maintenant, ça s'est amélioré. Mais on a l'intelligence artificielle dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Et c'est parce que les machines se sont améliorées, les algorithmes se sont améliorés. En fait, on cherche constamment à repousser les limites de l'intelligence artificielle traditionnelle. On parle d'ailleurs d'intelligence artificielle nouvelle génération. Donc on a des modèles de plus en plus puissants. Ça, c'est possible aussi par l'amélioration du software. On a des ordinateurs qui ont beaucoup plus de puissance de calcul. Donc les modèles sont de plus en plus puissants. Et je voulais vous citer le modèle GPT-3 qui est lancé par OpenAI en 2020, parce que c'est le premier. Au moment où il a été lancé, les performances étaient extraordinaires. Il faut se rendre compte que c'est un modèle qui a été entraîné sur plus de 175 000 données, qui a plus de 175 millions de paramètres, pardon. Donc il est très gros. Il a aussi une capacité de compréhension de texte et de génération de texte qui est impressionnante. Et puis c'est surtout un modèle qui est capable de faire du zero-shot learning. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'il est capable de résoudre des tâches sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors tout ce que j'ai défini jusqu'à maintenant, c'est plutôt appliqué au monde de l'entreprise, ou bien des initiés, des développeurs qui développent sur l'intelligence artificielle. Et du coup, l'intelligence artificielle pour le grand public, elle est vraiment apparue en 2022 avec le lancement de ChatGPT. Donc il faut quand même se rendre compte que ChatGPT, alors nous on est développeurs, on s'y connaît, mais pour le commun des mortels, on a juste à créer un compte et puis ensuite on a une interface. Et pour la première fois, on est capable d'interagir avec ces modèles et de se rendre compte de la puissance de l'intelligence artificielle. Alors je voulais quand même insister sur le lancement de ChatGPT et à quel point ça a fait du bruit dans le monde en regardant les chiffres sur la vitesse d'adoption. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le temps que ça prend pour recueillir 1 million d'utilisateurs. Et on voit que ChatGPT, au bout de 5 jours, il avait déjà recueilli 1 million d'utilisateurs. Et si on fait la comparaison avec par exemple Netflix, je pense qu'a priori c'est quelque chose qu'on a tous, on voit que Netflix, ça a mis plus de 3 ans à obtenir 1 million d'utilisateurs. Alors ici, je me suis plutôt concentrée sur l'intelligence artificielle de manière générale, mais ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est l'intelligence artificielle appliquée au développement. Alors on va faire un petit sondage à main levée. Qui parmi vous a déjà utilisé une intelligence artificielle pour développer du code? Faites pas les timides. Donc sans surprise, la majorité des mains se lèvent. J'aurais peut-être dû poser la question à l'envers. Alors du coup, si on s'intéresse à des chiffres, il y a une étude qui montre que 95% des développeurs disent utiliser des outils de génération de code. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde ce chiffre, je suis un petit peu surprise. Je me demande pourquoi ce n'est pas 100%. Enfin, je veux dire, la technologie, elle est là, pourquoi pas l'utiliser? Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais du coup, effectivement, on a des outils qui nous permettent de développer du code plus rapidement. Mais finalement, on est développeur. Développer du code, on sait faire, c'est notre métier. Intelligence artificielle ou pas, on va développer du code. D'ailleurs, il y a une statistique assez intéressante qui dit que dans la vie d'un développeur, on passe 14% de notre temps à écrire du nouveau code. Donc, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Le reste du temps, on essaie de comprendre ce qu'a bien pu vouloir dire notre collègue en écrivant cette fonction. On essaie aussi de faire comprendre à notre collègue ce qu'on a bien pu vouloir écrire avec cette fonction. Et puis, on essaie de maintenir le code. Et du coup, vous voyez peut-être où je vais en venir, mais les intelligences artificielles, elles nous permettent de générer de plus grandes quantités de code. Ça veut dire de plus grandes quantités de code à maintenir. Et toujours dans la même étude, il y a un chiffre qui dit que plus de 3 développeurs sur 4, ils sont inquiets de la quantité de code à maintenir, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais cette quantité de code plus importante qui est générée, finalement, c'est quoi sa qualité? Et je laisse la parole à Gab avec la transition sur le clean code. Donc, avant de rentrer dans la qualité de ce code généré, même si parmi vous, vous avez déjà un peu d'expérience là-dessus, on va aborder ces sujets de l'histoire de Clean Code pour nous donner un peu de nouveaux points de vue sur ces sujets, de
On y reviendra, mais avec un peu plus d'informations, plus éclairées peut-être. Et donc on va commencer par un tout petit sondage pour savoir où vous êtes. Donc cette fois avec des téléphones, on a su que vous avez des téléphones. Donc n'hésite pas à les sortir ou flasher. Voilà. Donc on vous montrera pas tout de suite les résultats à l'écran, on vous donnera quelques secondes pour répondre. Donc je vous en prie. Et l'idée c'est je vais vous lire la question. Donc à quand remontent les débuts du clean code, selon vous, à votre avis? Yes, quand vous l'avez tous fait, vous m'avez fait un geste. On pourrait demander à lever la main dès que c'est fait. Peut-être qu'on pourrait commencer à montrer les résultats. Tout à fait. Voilà. Oh là là, c'est un public informé. Bon, est-ce qu'on n'a rien à vous apprendre? C'est terminé. Donc, quand même, une bonne partie parmi vous pense que c'est autour des années 70. J'avoue que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. On avait fait un webinaire du sujet après. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais une autre bonne partie dit aussi années 90, même années 50, même années 2000. Et ok, il y a toujours une partie parmi nous. On a le droit à ne pas savoir. Et donc, merci pour ces sondages. Oh là, ça bouge encore. Ok. C'est bon? C'est bon. Oh, yes. Je voulais que les années 90... Non, ok, bon. Merci. Donc, peut-être qu'une partie parmi vous, peut-être celle qui a répondu années 2000 ou même années 90, a été influencée par ce bouquin qui est sorti en 2008, qui parle du clean code, et ça s'appelle Clean Code. Donc, on pourrait croire que ça vient de là et pas avant. Et donc, c'est un livre que, quand il a été sorti, il a été très bien reçu. Et c'est encore souvent recommandé pour des astuces de comment écrire du code qui est bien nommé, avec des fonctions avec un bon périmètre, quand il faut faire des commentaires, quand il ne faut pas en faire, etc. D'ailleurs, l'auteur Robert Martin, ou Uncle Bob, comme on dit des fois, a continué sa série. Il est parti sur une lancée. Il a fait tout ce qui est clean, donc clean code, vous l'avez, clean coder aussi, architecture, clean agile, clean craftsmanship. Si vous avez besoin de quelque chose de clean, c'est par là. Et du coup, on peut se demander si ce bouquin était vraiment le moment où les choses ont commencé. Et on a regardé sur Google Trends, et bah, c'est bluffant. En 2008, ça grimpe. Avant, on dirait qu'il n'y avait rien. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai mis des cotes dans ma recherche Clean Code parce que moi aussi, je suis un codeur. Donc, mais Google est plus intelligent que moi. Et en fait, il fait la différence entre les recherches avec des cotes et sans cotes. Quand j'enlève les cotes, il me montre tous les résultats des gens qui ont cherché juste Clean Code et des résultats Clean Code. Et on voit bien que bah, ça existait avant. Et même, on pourrait dire qu'en 2004, tout au début du graphique ici, c'était peut-être un peu plus haut même. Donc, qu'est-ce qui est venu avant? Peut-être que vous avez remarqué un pic autour de la date du Covid. Je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient, mais on a un webinaire sur ce sujet. Et donc, il y avait bien du Clean Code avant Clean Code. Et d'ailleurs, tous ces bouquins d'un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Kent Beck, parlent du Clean Code d'une certaine manière ou une autre. En tout cas, ils en font de mention. Et ils donnent carrément des outils, comme dans le bouquin Refactoring. Si vous ne l'avez pas lu, c'est une Bible. Vous pouvez partir maintenant, allez le lire. Je ne serai pas blessé. Il existe déjà depuis plus de 20 ans. Il y a une nouvelle version qui a été écrite avec cette version est avec des exemples en Java. Mais la nouvelle version, c'est avec des exemples JavaScript. Mais bon, c'est toujours lisible. Et donc, d'ailleurs, Uncle Bob avait dit à un moment donné qu'il était impressionné par Ken Beck, par sa façon de coder, qui était un petit peu frénétique, mais en même temps, comme il avait des tests, il avait une itération hyper rapide, il refactorisait sans peur hyper rapidement, et que le code était très beau. Donc, on s'est pas arrêté là, on allait chercher plus profondément.
Google Scholar, on fait de la pub à Google. Est-ce qu'il y a des mentions dans la littérature de clean code avant? Donc ici, vous avez une timeline à peu près du début de l'informatique, en tout cas moderne, comme on la considère, avec des ordinateurs, même si conceptuellement ça existe bien avant. Et en bas, vous avez les langages qui sont aujourd'hui peut-être parmi les plus utilisés ou les plus reconnus. Donc si vous faites du Java ici, vous savez quelle année c'est sorti, et donc c'était avant ce bouquin, mais il y avait des gens qui codaient avant ça, donc avec d'autres langages, d'autres moyens. Et on est en 2024, Paris Devox, et on a bien trouvé des références avant. Et donc, bravo, l'audience, années 70, c'est vraiment pas mal. Ces deux papiers, il ne s'agit pas vraiment de clean code, mais ils mentionnent clean code, en passant. Comme si c'était un mot de tous les jours, un truc normal. Tout le monde connaît de toute façon, hein, les années 70. Et du coup, ce premier qui est plus à gauche, 67, c'est un papier où on parle de comment on branche une mémoire core sur un mainframe IBM. Et donc, c'est des meubles. Et en fait, tout le papier parle de comment on les branche. C'était aussi compliqué. Et du coup, la mention de clean code, c'est pour dire on a un peu de code pour faire le benchmark, mais on part du principe que tout le monde sait faire du clean code. Donc, on ne va pas s'occuper de ça. Ça montre bien que le concept existait, qui était positionné, et qu'on s'attendait que les gens le fassent. Et c'était un peu comme... Enfin, même pas un idéal, c'était normal. Et l'autre papier, 73, je trouve un peu intéressant, parce que peut-être vous me direz si vous retrouvez un tout petit peu là-dedans. Ce qui est décrit, c'est des gens qui font de calcul scientifique, donc à l'université, et ils se disent, à la fin de l'été, on espère pouvoir fournir à l'université un code propre et de la documentation. Mais si on n'arrive pas, on va fournir du code. Donc peut-être que vous reconnaissez ce sentiment de vouloir faire mieux et de devoir s'arrêter à un moment donné. Et donc ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'à cette époque, ces deux papiers parlaient de Fortran, en fait. C'est ce langage que vous voyez en haut. Qui n'était pas tout à fait comme nous aujourd'hui. Nous allons coder dans notre IDE avec plein d'assistants, des outils, des buggers et des choses cool. Pas d'autocomplétion sur une machine à taper. Hein. Et surtout, vous l'écrivez sur papier. Après, vous l'amenez chez un collègue qui va mettre ça sur des cartes perforées. Après, vous partez avec votre set de cartes pour le mettre dans la machine. Donc, s'il y a des aînés parmi vous, parmi nous, peut-être que vous avez connu ou vous connaissez encore si vous travaillez sur une banque ou peut-être à l'université, il y a encore des machines comme ça. Mais en tout cas, c'était pas exactement le même langage, c'était pas non plus les mêmes machines. Donc, quand je disais que c'était des armoires de meubles, c'est vraiment ça. Ça, c'est une IBM 360, c'est un mainframe, hyper populaire à l'époque. Et c'était utilisé parmi les études que je vous ai mentionnées. Il y avait d'autres fabricants, hein, DEC, CDC, d'autres trucs. Je ne suis pas un spécialiste non plus, mais c'était un peu différent. Donc je vais vous mentionner 4 documents ou papiers ou bouquins qui sont sortis à peu près à cette époque, qui vont vous donner un peu un tour d'horizon de comment on pensait au code à cette époque-là. Donc ici, c'est un papier assez célèbre d'Dijkstra. Et donc c'est sorti en 68, et 68 c'est intéressant comme date, ça résonne peut-être chez des gens qui connaissent plusieurs langages de programmation, parce que c'était la version la plus célèbre de Algol. Algol, un langage qui a influencé après C, qui a influencé après Java, et enfin à peu près tous nos langages qui utilisent de curly brackets. Et Dijkstra était dans le comité qui a aidé à désigner ce langage, et à cette époque, c'était un peu n'importe quoi avec GoTo. Il y avait des GoTo partout. Si vous ne connaissez pas, tous ces langages à l'époque s'écrivaient en majuscule déjà, un peu comme SQL, et même si ce n'est pas obligatoire. Et on pouvait sauter des labels en label, de parties du code à d'autres parties du code. Et donc il y avait des gens qui faisaient comme ça partout, et le programme était très compliqué de comprendre. C'était pas parce que visuellement, il n'y avait rien qui nous expliquait où vont les choses. On croit qu'on a déjà passé par ici. Ben non, il s'avère qu'un label GoTo sur lequel on est passé peut repasser dessus.
Et du coup, il a fait un tout petit papier juste pour dire ça va pas. Il faut qu'on arrête de faire ça. Et c'est une fonctionnalité du langage, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'utiliser ou en abuser. Et du coup, je trouve que c'est assez marquant, à tel point que le titre est devenu un peu un mime. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Donc, go-to statement considered harmful. Et aujourd'hui, n'importe quelle fonctionnalité de Java qu'on n'aime pas, on a un papier qui s'appelle telle fonctionnalité considered harmful. Ici, le cartoon obligatoire des XKCD. Je vous laisse le temps de le regarder. Mais grossièrement, vous faites des go-to, vous faites bouffer par un Velociraptor. C'est attendu. Un autre papier de cette époque, c'était celui de Parnasse, ce sont 11, qui est aussi très intéressant parce que peut-être que vous imaginez, le code était très 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 procédural à l'époque. Et ici, ce qu'il dit, c'est des choses qui vous paraissent peut-être évidentes, mais la notion de décomposition, d'encapsuler les données, de masquer de l'information, c'était une idée proposée à cette époque par ce papier. Du coup, d'avoir une interface qui a une surface plus petite que l'implémentation, pour que ça ait du sens, pour nous simplifier la vie. Et donc ce papier donne des critères de décomposition des modules. Ça donne aussi un outil hyper intéressant, qui est la matrice des structures des dépendances, qui est une représentation graphique, une matrice en fait, où vous avez les modules dans le même axe, et vous mettez une croix chaque fois que le module utilise l'autre module. Et c'est une représentation hyper synthétique pour comprendre la complexité d'un système, qui est beaucoup mieux qu'un modèle de réseau où on a plein de flèches qui signalent tout partout. Donc, super papier. On arrive vers la fin des références, je vous rassure. Celui-là, c'est plutôt un bouquin de Konstantin et Jordan. Ça va résonner chez vous les notions de couplage et de cohésion. Ça vient de là. C'est eux qui ont proposé ces noms, qui ont proposé des définitions, qui ont donné des critères pour l'indépendance fonctionnelle parmi les modules. Et c'était en 1974. Et on va voir que ces bouquins a des liens avec les mentions qu'on a fait au bouquin de Clean Code et au bouquin de Kent Beck. Mais avant de ça, je finis mes références avec celui-là, je vous rassure, encore. Et donc, même année. Et ce petit bouquin minuscule, il s'appelle The Elements of Programming Style. Et ça reprend le titre pour des manuels d'écriture, en fait, pour des écrivains. Il y en a un très célèbre qui s'appelle The Elements of Style, tout court, c'est un programming. Et donne des conseils de comment écrire pour avoir un style qui a du sens, qui est uniforme, qui permet aux gens de comprendre. Et du coup, ils ont piqué le titre pour faire une petite allusion, un pun, comme on aime bien en développement. Et ici, vous allez trouver, j'estime personnellement, peut-être 80% des conseils que l'on donne aujourd'hui sur comment écrire du code. Alors, sur les nommages, sur le scope, sur la structure, sur le flow, tout. Alors, les langages, ce n'est pas le langage que vous utilisez, mais les notions, elles sont là. Donc, le formatage, formaté de manière uniforme, des choses comme ça. Et un truc très particulier que j'adore de ce bouquin, c'est que c'est écrit un exemple de code conforme et de code non conforme. Et ça nous a marqué tellement que jusqu'à aujourd'hui, on écrit des bouquins comme ça, quand on parle de code, de blog posts, on les écrit pareil. Et même les produits chez Sonar, quand on trouve avec notre analyse statique quelque chose qui ne va pas dans le code, on vous met un exemple conforme, un exemple non conforme. Ça vient de là. Aussi, des phrases que vous avez entendues de vos collègues ou que vous-même vous utilisez. Each module should do one thing well. Make it right before you make it faster. Ou la performance est la source de tous les problèmes. Ces genres de sagesse, de développement existaient déjà à l'époque. Et dans ce bouquin, il y a vraiment un paquet de références comme ça. Donc aussi, très recommandé. Donc ces quatre-là. On va vous partager à la fin un petit QR code si vous voulez les avoir à la main. Ne vous affolez pas. Et pour finir, du coup, je vous ai dit ce bouquin qui parlait de cohésion, qui introduit les mots, par Konstantin et Jordan.
c'est référencé dans ces derniers bouquins de Kent Beck qui est sorti l'année dernière. Et là encore, c'est un tout petit. Et lui, il parle sur à quel moment on devrait refactoriser notre code. Avant, au milieu, après. Peut-être qu'après, ça n'arrive jamais. Donc, aussi très recommandé. Mais ce qui est chouette, c'est que dans l'introduction, l'introduction est écrite par Konstantin lui-même. Donc, cet auteur des années 74. Et Beck, il dit que ça l'a vachement influencé. Et que pendant les années 90, il n'arrêtait pas de penser à comment écrire un bouquin pour renouveler un peu ces mêmes notions, ces idées, pour les rendre intelligibles pour une nouvelle génération. Vous allez voir, c'est un thème du talk. Mais du coup, on ne s'est pas arrêté là-dessus. On a été voir, bon, s'il y a 2 références, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il s'avère que c'est très dur parce qu'il y a des références chaque année, donc sans arrêt. C'est vraiment une tradition qui a été continue depuis le début de l'informatique. Et il y a une zone qui n'est pas documentée ici, mais c'est parce que je ne fais pas des spoilers, mais je ferai un autre talk à ce sujet, sur les vrais débuts de Clean Code. En tout cas, vous avez, et c'est le message à passer, on pense à ça depuis le début, ça ne s'est pas arrêté. On est passé des mains en main à un développeur, c'est un peu comme une tradition orale. Et il y a eu quelques gens de temps en temps qui ont fait l'effort de mettre ça sur papier ou d'essayer de le formaliser pour le faciliter aux autres. Et c'est là où on va recroiser les 2 sujets, le GenAI, cette histoire de Clean Code. Une nouvelle génération. Génération de quoi? Génération de développeurs. Une nouvelle génération aussi, c'est un pun. C'est aussi GenAI. Et donc, le message qu'on veut vous faire passer dans ce talk, c'est que c'est peut-être un autre tour. Un autre tour de porter le flambeau. Petite référence aux Jeux Olympiques à Paris. Le flambeau de Clean Code pour cette nouvelle génération de développeurs, parce que eux, ils n'ont pas codé sur des mainframes, ils n'ont pas fait de vieux langages. Peut-être que au bout d'un moment, on aura une génération qui a jamais fait du code fait maison, à la main, handcrafted. Et du coup, qui va leur parler de comment faire du code bien? Comment on va faire passer ces messages? Donc, c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous occupe chez Sonar. Donc, comme on fait de l'analyse statique, on a affaire à du code excellent et des fois à du code moins excellent. Et donc, on a pris du temps, hein. On l'a révisé plusieurs fois. Si vous étiez là l'année dernière, vous avez vu une version bêta de cette taxonomie qu'on appelle. Et aujourd'hui, elle est plutôt bien posée. Donc, on pense que le code, pour qu'il soit propre, pour qu'il soit maintenable et fonctionnel, il doit être consistant, intentionnel, adaptable et responsable. Et donc, consistant, peut-être que ça ne vous étonne pas, vous l'avez déjà à l'esprit, c'est déjà acquis, bien formaté, mais aussi le même style partout, par tous les développeurs, mais aussi à travers le temps. Si la base de code a 10 ans, on veut quand même que ce soit fait pareil. Intentionnel, c'est vraiment pas qu'on ait l'intention d'être intentionnel, mais que quand on le lit, il n'y ait pas d'ambiguïté. On sache ce que c'est censé faire. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, parce qu'on a d'autres choses à vous dire, mais adaptable, ça paraît un peu la base. C'est pour ça que ça s'appelle software, pas hardware. Il y a une autre chose pour ça. C'était une autre industrie. Si vous ne pouvez pas toucher à votre code, il fallait faire du hardware. Et responsable, peut-être que ça vous étonne, mais aujourd'hui, ça nous paraît évident par la loi, par la confiance que les utilisateurs mettent sur nous, par la confiance que les entreprises mettent sur nous comme développeurs. Et puis, par le respect qui devient un peu le minimum aujourd'hui, c'est des choses qu'on reconnaît et qui sont importantes dans les codes. Donc, je vous inviterai à découvrir un peu plus. Je vous donnerai le lien tout à l'heure. Mais juste avant de ça, je voulais montrer qu'on est vraiment sérieux par rapport à cette idée. On pense que c'est vraiment une façon de voir le code qui devrait nous faciliter la vie et renouveler un peu ces idées de clean code pour que ce ne soit pas des gens qui donnent des opinions, mais plutôt un truc sur lequel on est d'accord. On est d'accord, le code consistant, c'est pas mal.
Et donc, on le signale dans les produits Sonar. Ils sont open source. Vous pouvez les télécharger, les utiliser librement dans l'IDE ou dans le serveur. Et vous pourrez voir les résultats. Ici, il y a un exemple de React, du code React, qui n'est pas très adaptable. Et donc, on a écrit un blog post pour expliquer cette idée de clean code avec cette taxonomie renouvelée pour vous, pour les prochains. Et vous pouvez flasher si vous voulez lire le blog post. Sinon, ça sera aussi parmi les références qu'on vous donnera vers la fin. Et il y a des exemples un peu dans tous les langages. Hein. Il y a même du PHP, il y a du Visual Basic. Je vous rassure, il y a aussi du Java. Et on va continuer avec un petit sondage. Oui, merci Gab. Donc je reprends la main pour faire un petit peu la connexion. On a parlé de l'IA, on a parlé du clean code, mais il y a des gens qui se posent la question, oui, mais maintenant, si les machines génèrent le code, je m'en moque un petit peu, est-ce que le code doit vraiment être clean? Je voulais vous faire un petit sondage en vous posant une question. Alors, je vais changer la question. La question, c'était, à votre avis, est-ce que les outils de génération de code vont améliorer la qualité de votre code? Pareil, je vous laisse prendre votre téléphone et voter. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour répondre. C'est bon, vous avez le réflexe, on vous a entraîné. Je pense que c'est bon, on va regarder les résultats. Alors, on a une majorité de gens qui répondent non. Mais il y a quand même quelques... C'est qui a répondu oui? Non, je rigole, on va blâmer personne. Si, ça peut être... Non, mais il y a quand même... C'est que 50% de non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent peut-être ou qui disent oui. Et c'est assez intéressant, donc on va aborder la question. On a un peu visé le sondage. Non. Du coup, on va revenir à la présentation. Et moi, je voulais vous citer une phrase que j'ai trouvée et que j'ai trouvée assez véridique. C'est que l'IA, c'est la meilleure et la pire chose qui puisse arriver aux équipes de développement. Parce que comme on a dit, grâce à l'IA, il y a plus de développeurs. C'est quand même un petit peu plus facile. Il y a moins de barrières au développement. Donc, il y a des gens qui vont développer. Comme a dit Gab, peut-être que dans quelques années, on aura des développeurs qui n'auront jamais fait de code tout seul, sans assistance. Donc, qui dit plus de développeurs, dit plus de code. Et plus de code dit aussi plus de complexité. Et on va revenir à la question de ce code. Finalement, est-ce qu'il est de meilleure qualité? Et je voulais vous citer une étude qui a été réalisée par l'Université de Cornell aux États-Unis en 2022. Et en fait, ils se sont posé la question, est-ce qu'un code généré avec l'assistance de l'intelligence artificielle était plus sécurisé? Donc pour ce faire, ils ont regroupé des développeurs. Ils ont formé 2 groupes de développeurs qui devaient répondre à des questions assez basiques de sécurité. Il y avait du Python, du C et du JavaScript, il me semble. Et par exemple, un exemple de question, c'était en Python, générer 2 fonctions, une qui chiffre et une qui déchiffre un string à l'aide d'une clé secrète. Et du coup, ces 2 groupes, ils avaient accès aux ressources qu'ils voulaient. Ils pouvaient utiliser des librairies, ils pouvaient faire des recherches Internet, ils pouvaient même lire des livres. Je ne suis pas sûre qu'on code encore avec des livres, mais c'était autorisé. Léo. Une blague. Et j'ai perdu le fil. Donc j'en étais où? Donc il y en avait l'étude, voilà, les développeurs. Donc ils ont répondu à ces petits challenges. Et donc les 2 groupes, oui c'est ça. Donc il y avait bien 2 groupes qui avaient accès à ce qu'ils voulaient. La différence, vous en doutez, c'est qu'il y a un groupe qui pouvait utiliser un assistant d'intelligence artificielle, alors que l'autre non. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que dans 80% des cas, vous le voyez peut-être venir, mais le groupe qui avait accès à l'intelligence artificielle a écrit du code moins sécurisé. Et par exemple, tous les participants qui avaient accès à l'intelligence artificielle, il y avait des questions, il n'y en a aucun qui a sanitisé les données. Alors que c'est quand même un petit peu la base quand on fait de la sécurité. Donc là, ça montre bien que quand on utilise une intelligence artificielle, on n'est pas forcément meilleur, le code n'est pas forcément meilleur. Il y a un autre point dans l'étude qui était assez intéressant, c'est qu'après ces petits challenges, on a demandé aux gens, alors, est-ce que tu penses que ton code il est sécurisé? Vous voyez peut-être encore venir, mais les gens qui ont utilisé une intelligence artificielle, eh bien, ils ont eu une plus forte probabilité de répondre oui. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils pensaient qu'ils avaient écrit du code plus sécurisé, alors qu'ils ne l'étaient pas.
Et ça nous montre qu'on devient un petit peu, bon, je vais peut-être pas dire bête, mais face à ces machines, on n'est pas vigilant. On perd notre vigilance, on fait confiance aveuglément à ce qui est généré, on imagine que c'est meilleur que ce qu'on aurait fait nous-mêmes, et finalement, on finit avec quelque chose de moins sécurisé. Alors, ça va, il y a quand même un petit peu d'espoir, c'est que les chercheurs, ils se sont quand même rendus compte que les participants qui interagissaient avec l'IA, qui leur demandaient de reformater ce qu'il avait dit, reformuler, changer les paramètres, au final, ils ont écrit du code un petit peu plus sécurisé. Il y a quelque chose aussi que je n'ai pas mentionné, parce que vous pouvez vous dire, oui, bon, c'était qui les développeurs? C'était des étudiants? Ben non, il y avait quand même 40% des développeurs de cette étude qui avaient plus de 5 ans d'expérience. Donc, on ne peut pas les considérer comme juniors dans le domaine. Donc là, j'ai pris cet exemple qui est de sécurité, mais je pense qu'on peut quand même généraliser à la qualité du code de manière générale. C'est-à-dire que les outils d'intelligence artificielle, de toute manière, ils sont là. Ils sont là, ils sont où ils en sont en 2024, ils vont certainement s'améliorer et on serait bête de ne pas les utiliser. Mais c'est à nous, en tant que développeurs, de faire aussi notre part du travail, de réviser ce qui a été écrit, d'être critique vis-à-vis de ce qui a été généré, de revoir et puis surtout de s'approprier ces règles de clean code et de faire attention à ce que la machine a généré. Et c'est notre responsabilité que ce soit du clean code. Donc de guider la machine vers du clean code. Et je pense que c'est le message qu'on veut vraiment vous faire passer, c'est que oui, il y a des machines, mais il ne faut pas leur faire confiance aveuglément. C'est notre responsabilité de développeurs d'être vigilants et critiques. Et comme on l'a dit, on travaille chez Sonar. Si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à venir nous voir dans notre stand. Vous avez un QR avec absolument toutes les références qu'on a mentionnées. Gab, c'est un fan, donc il y a certainement plein de livres qu'il n'a pas mentionnés. Et si vous voulez continuer la discussion avec lui, n'hésitez pas. Et puis on espère que vous avez appris des choses à travers ce voyage pour l'histoire du clean code et puis un petit peu d'IA. On a bien timé le talk pour avoir du temps pour des questions ou des discussions. Donc si vous avez des questions, il y a bien un micro. C'est par là. Et sinon, si vous avez des commentaires, des anecdotes, on prend tout. N'hésitez pas. C'est qui le premier qui se lance? Parfait. Ah, si. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous préconisez du coup? Moi, des fois, je suis face à des étudiants qui je dois apprendre un langage informatique et je ne sais pas quoi leur dire. Est-ce que je leur laisse utiliser l'IA ou pas? Alors, première vue, j'ai tendance à dire c'est comme l'étape de multiplication. Avant de prendre la calculette, il faut savoir ces tables, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc ça va être difficile de les empêcher. Et aussi, ça leur appartient. Parce que on parlait des générations, c'est leur génération. Il faut qu'ils se préparent aussi pour le futur. Et ça va sans doute passer par des outils comme ça. Après, comme disait Nolwenn, on veut un avis critique en face de ces données. Donc c'est peut-être là où il faut se concentrer. Et donc l'approche particulière que l'on prend côté Sonar, c'est de se faire aider en fait par des outils et pas seulement par l'AI. Donc on préconise l'analyse statique parce que c'est fait par des experts et c'est déterministe. Et surtout, on l'accompagne avec une approche qu'on appelle Learn as you code. Ça veut dire que pour chaque chose qu'on trouve dans le code, tu as une explication. Tu dis c'est ceci, à cause de ça, ça a un impact sur cette autre chose, c'est un compromis dans tel sens ou dans tel autre. Donc en fait, il faut les équiper avec, vas-y, SonarLit direct sur le IDE, c'est gratuit, et dans tous les sens là, et pour qu'ils puissent contraster. Et puis les encourager à challenger, c'est-à-dire qu'ils peuvent, tu vois, l'AI, tu lui demandes, t'es sûr? Il dit, ah non, oui, j'avais tort, t'as raison. Du coup, tester le code, contraster, l'améliorer et commencer plutôt un cycle où l'AI fait partie de nos outils,
sans que ça replace leur cerveau, leur esprit critique et les vérifications qu'il faut. Alors, déjà, merci pour la présentation. Et moi, sur ma question, en fait, moi, j'utilise l'IA de temps en temps pour m'inspirer, pour essayer d'avoir un point de vue autre. Et ça vient du fait qu'au départ, quand j'utilisais l'IA, avec ChatGPT 3.5, j'ai passé plus de temps à régler les problèmes qu'il générait, ce qui me permet tout de suite de comprendre dans un but de formation, des fois. Qu'à partir from scratch de moi-même. Mais je voulais vous poser la question, puisque vous parlez d'IA, est-ce que vous avez une IA qui vous semble aujourd'hui assez performante pour générer en tout cas de l'inspiration peut-être la plus à jour, sachant que beaucoup d'IA sont limitées dans le temps par rapport, par exemple, ChatGPT 3.5 ne connaît pas l'existence d'Angular 17. Donc, si vous avez une IA à préconiser, ce serait laquelle ? Ou lesquels? Un avis? Je n'ai pas un avis particulier. Personnellement, je pense que si jamais un avis maintenant, quand le talk est sur YouTube, ça sera déjà invalide. Après, ça va continuer à s'améliorer. Il ne faut pas croire que parce qu'aujourd'hui il y a des erreurs, ça va toujours être mauvais. Ça va sans doute continuer à s'améliorer. Et effectivement, les données aujourd'hui sont problématiques parce que ça fait partie de la base. Mais bon, qui sait ce qui nous garde l'avenir. Juste pour complémenter, je pense qu'on entend de plus en plus parler de l'engineering prompt, comment faire un vrai prompt, et on va aussi tendre vers apprendre à parler à la machine pour lui faire ce qu'on veut, parce que c'est vrai que c'est ça, pour l'instant, on passe du temps à nous faire comprendre et à aller vers le résultat qu'on veut, et c'est parce qu'on n'est pas forcément des experts dans lui demander, enfin, de se faire comprendre, en fait. Donc je pense qu'on va aussi améliorer ça. Mmh. Bonjour et merci. Vous êtes moqué de moi parce que j'ai répondu oui tout à l'heure, donc j'avais une petite question. Non, pas du tout. En fait, j'ai mis oui parce que avec les nouveaux entraînements qui vont arriver, notamment sur Sonar Cloud et tout ça, ils vont s'entraîner sur vous. J'imagine quand même que la qualité du code à terme risque d'être meilleure que ce que moi je suis capable de faire. Qu'est-ce que vous pensez quoi de ça en fait? Je pense quand même qu'ils continuent à s'entraîner sur le code que nous avons développé même avant l'IA. Donc il y a toujours un problème de qualité parce que tous les codes qui sont open source et disponibles sont loin d'être parfaits. Oui, déjà, on ne se connaît pas, donc je ne connais pas ta qualité actuelle. Je plaisante. Non, mais plus sérieusement, peut-être tu as vu la conférence le premier jour des Devox sur les applications de l'IA à la médecine. Et là, je trouve que c'est un exemple, un parallèle intéressant parce que ce qu'on disait, c'est effectivement, il y a une bonne partie du diagnostic qui est fait aujourd'hui par les médecins et qui va être fait par la machine. Et peut-être qu'ils vont arriver à être meilleurs. Et sans doute, parce que c'est la nature de la technique et c'est pour ça qu'on le fait. Et en même temps, ils disent aussi, des fois il y a des biais, des fois il y a des erreurs. Et si on n'a pas l'esprit critique, ça passera tout droit. Ça se trouvera en production, ça aura des conséquences. Et la personne à laquelle ils vont appeler, c'est toi. Parce que c'est toi qui étais au clavier. Et du coup, cet aspect d'être responsable et de savoir ce qui se passe reste pertinent. Et ça a toujours été au cœur du problème, de comprendre en fait, pour pouvoir le faire évoluer, pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir le justifier, pour pouvoir le corriger. Et du coup, le parallèle qui était fait dans la médecine, c'est qu'ils allaient faire comme font aujourd'hui les pilotes d'avions de chasse ou d'avions commerciaux. Ça veut dire que de temps en temps, ils font des entraînements sans AI, comme ça. Et ça les oblige à renouveler ses connaissances, à renouveler ses compétences et rester vigilants. On ne parlera pas des accidents qui sont provoqués par des erreurs des machines, mais ça existe, ça arrive. Et donc, je peux être d'accord avec toi, tôt ou tard, ça va être hyper bon, hyper fort. Et tout de même, ça ne nous enlève pas notre responsabilité et notre rôle tant qu'on est là.
Et surtout, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Merci de nous avoir écoutés et puis Merci on beaucoup. reste disponible.